Un petit village limbourgeois écrit aujourd'hui l'histoire. Aldenbiesen. Entre les collines doucement vallonnées et le vieux verger, surgit soudain, au milieu de la vallée, le majestueux château fort entouré d'eau d'Aldenbiesen. Dans ce château, au cœur de la S-Bay, les chefs d'État européens décident de notre avenir. Le monde bascule. Tout change rapidement et ça peut partir dans tous les sens. Nous avons besoin d'une nouvelle société par et pour les gens et qui ne soit pas guidée par la soif de profit. Je suis Peter Mertens, bienvenue dans Tout bascule. Nous sommes le 12 février 2026. Aldenbiesen est coupé du monde pour un sommet européen. Personne ne peut entrer ou sortir. Les chefs d'État se réunissent pour élaborer une roadmap, ça veut dire une feuille de route pour l'industrie européenne en vue de la préparation du sommet européen de mars. C'est là que les décisions seront validées définitivement. Et ils sont tous là. Ursula von der Leyen, donc la présidente de la puissante Commission européenne, est là, le chancelier allemand Friedrich Merz, est là, le président français Macron, qui est tout à fait conscient que l'Europe se trouve à un tournant. Nous assistons à une grande accélération de l'histoire. Et nous retrouvons également Bart de Wever dans ce château. Et avant ce sommet, de Wever enchaîne les interviews. Nous sommes au bord d'une crise existentielle. Nous ne sommes pas compétitifs. Nous risquons de perdre notre industrie sidérurgique et pétrochimique. C'est un appel aux armes. Nous avons besoin d'une thérapie du choc. L'Europe vit une crise existentielle. Nous allons perdre notre industrie. On a besoin d'une thérapie du choc. Mais qu'entend de Wever par là? Dans ce 13e épisode de Tout bascule, nous ouvrons les portes du château d'Aldenbiesen pour entrer dans les salons du pouvoir. De quoi ils ont parlé là-dedans? Et qu'est-ce qu'ils ont décidé derrière notre dos à Aldenbiesen? Je peux déjà vous le dire, il s'agit de plans drastiques qui sont prêts depuis des années. Pour l'élite européenne, c'est le moment parfait pour les imposer. Pourquoi maintenant? Vous le saurez plus tard dans cet épisode. Et ce que contiennent ces plans, je vous l'explique aussi aujourd'hui. Mais voici déjà un avant-goût. Moins de règles pour les multinationales, plus de pouvoir pour les monopoles, le tapis rouge pour le grand capital et une Europe qui se réinvente en empire militaire. Voilà. Si ça vous parle, abonnez-vous sans hésiter à mon podcast Tout bascule, dans lequel chaque mois j'analyse l'actualité politique, les événements qui font basculer le monde. Et si vous voulez rester informé, vous abonner est le meilleur moyen. Si nous concrétisons ce qui a été décidé ici, on pourra plus tard considérer ce sommet d'Aldenbiesen comme un tournant. Si nous parvenons à mettre ça en place concrètement, alors l'histoire aura bel et bien été écrite ici. C'est le genre de choses que Bart de Wever dit assez souvent à propos des réunions auxquelles il participe lui-même. Il peut difficilement cacher son enthousiasme, mais sur cet autre événement auquel il a assisté, un jour avant le sommet d'Aldenbiesen, le mercredi 11 février, c'est silence radio. À la bourse d'Anvers, Bart de Wever accueille le European Industry Summit, un sommet de l'industrie européenne, un événement de lobbying d'une partie de la grande industrie. Ce sont surtout les entreprises énergivores qui consomment beaucoup d'électricité et rament face au prix élevé de l'énergie. C'est-à-dire donc la chimie et le secteur pétrolier à Anvers qui veulent utiliser le sommet industriel d'Anvers pour mettre leurs revendications tout en haut de l'agenda politique. Qu'une partie du capital se réunisse pour affûter ses revendications, ce n'est pas nouveau. Le monde du travail le fait aussi. Par exemple, lors des congrès syndicaux. Et que le grand capital cherche à peser sur l'agenda politique du sommet européen le lendemain, ça n'a rien de surprenant non plus. Ça a toujours été comme ça. Ce qui est nouveau, c'est que tous les décideurs politiques sont là. Ils viennent s'asseoir à la table à côté du grand patronat et toute la situation est présentée comme quelque chose de tout à fait normal. La présidente de la commission est là, Ursula von der Leyen, tout comme le président français Macron, le chancelier allemand Merz et Bart de Wever lui-même. Et les journalistes politicaux qui suivent la politique européenne de très très près tombent presque de leur chaise en voyant comment un simple événement de lobbying à Anvers devient une cérémonie quasi officielle et donne le ton pour le vrai sommet européen qui aura lieu le lendemain. This is the European Industry Summit hosted by the Belgian. Ce sommet est organisé par le Premier ministre belge Bart de Wever. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la façon dont ce sujet est soudainement devenu un sujet mainstream pour l'Union européenne. Nous avons vu comment, il y a moins de 2 ou 3 ans, c'était quelque chose qui était principalement poussé par les chefs d'entreprise et divers secteurs industriels. Mais maintenant, c'est tout en haut de l'agenda politique.
chimique. Donc à la bourse d'Anvers, la politique et le grand capital sont côte à côte. Littéralement, sur des photos de presse, on voit Markus Kamiet, et ça c'est le PDG de BASF, placé bien au centre de l'événement, avec d'un côté la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et de l'autre côté le premier ministre belge Bart De Wever. Ça veut dire c'est BASF qui mène la danse. Grand capital et responsables politiques portent le même message. Il ne faut pas traîner, il faut agir. Et ça urge. Ils brandissent notamment un rapport de Mario Draghi, un rapport qui, d'après eux, doit être mis en œuvre immédiatement. Mais qui est ce Draghi qui était d'ailleurs personnellement présent aussi au sommet d'Altenbiesen? Mario Draghi a été président du Conseil des ministres d'Italie, mais surtout c'est l'ancien patron de la banque d'investissement Goldman Sachs. Histoire que vous sachiez d'où vient le vent. Draghi a rédigé un rapport à la demande de la Commission européenne sur la compétitivité de l'industrie européenne. Il dresse un tableau très sombre de l'avenir de notre industrie. Il s'agit d'un avenir dans lequel l'Europe risque de devenir à la fois subordonnée, divisée et désindustrialisée. Bien sûr, personne ne veut ça, être subordonné, être divisé ou voir l'industrie partir. La situation est grave, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Le moteur économique de l'Europe tousse depuis un moment. Le cœur industriel de l'Europe, l'Allemagne, est en récession pour la deuxième année consécutive. Depuis son pic en 2018, la production industrielle a chuté d'un cinquième pour revenir au niveau de 2005. Le secteur automobile, en particulier, perd du terrain. Mais l'industrie chimique est elle aussi retombée au niveau de production du début des années 90. Des lignes de production ferment et des emplois disparaissent dans l'industrie manufacturière en Allemagne comme chez nous. Il y a donc une crise industrielle dans certains secteurs. Mais ça, ce n'est qu'une partie de l'histoire, parce que ce n'est pas la crise pour tout le monde. Et je remonte encore d'un jour dans le temps, le mardi 10 février, un jour avant le sommet industriel européen à Anvers, 5000 syndicalistes qui manifestent contre le gouvernement de Wever-Bouchier. Ouvriers, employés, fonctionnaires et le syndicat multiplient les journées d'action contre le gouvernement en vue d'une grande journée nationale de mobilisation le 12 mars. À la fin de la manifestation à Anvers, Bruno Verlaagt, président de la Centrale Générale Anvers, la centrale de la FGTB à laquelle appartiennent notamment la pétrochimie et la construction, s'adresse aux manifestants. Et lui, il parle aussi de la crise dans notre industrie, mais il raconte toute l'histoire. Nous voyons bien qu'il y a des vagues de licenciements dans certaines entreprises industrielles de la région anversoise, comme Agfa-Gevaert, Envalior et BASF. Et oui, nous nous battons aux côtés des centaines de travailleurs qui risquent de perdre leur emploi. Également dans d'autres entreprises qui ne font toujours pas la une des médias, mais nous voyons ce que nous voyons. Le siège allemand de BASF a utilisé 10 milliards de bénéfices réalisés à Anvers ces dernières années pour construire une nouvelle usine en Chine, au lieu d'investir ici dans une énergie verte et abordable. Verlaagt voit bien les licenciements et le syndicat se bat jour après jour pour y faire face. Mais il voit aussi autre chose. De grandes multinationales comme BASF qui siphonnent des milliards de valeurs ajoutées hors de leur site anversois et après qui refusent de réinvestir cet argent. Ce n'est pas un hasard que Markus Kamiet, le patron de BASF, ira le lendemain expliquer au sommet industriel européen à quel point le secteur chimique serait en difficulté. Il faut savoir que tout ce sommet industriel est taillé sur mesure pour BASF. Le grand patron, donc Kamiet, y répète la litanie bien connue sur la mauvaise santé de l'industrie chimique et réclame plus de subventions et moins de règles européennes. Et ce sont surtout les règles climatiques qui agacent BASF. Mais ce qu'il ne dit pas à la bourse d'Anvers, c'est que l'entreprise qu'il dirige a versé ces dernières années entre 2 et 3 milliards d'euros de dividendes par an. 2 à 3 milliards d'euros par an. Il s'agit de bénéfices enregistrés dans les sites de BASF qui sont versés aux actionnaires et donc pas réinvestis dans l'entreprise. L'entreprise a d'ailleurs promis à ses actionnaires que dans les 3 prochaines années, également des milliards d'euros continueront à être distribués en dividendes. Et pourtant, cette même entreprise
impose un plan de restructuration brutale à Anvers avec des centaines d'emplois supprimés. Sur tout ça, le grand patron de BASF ne dit pas un mot à la bourse. Il oublie aussi de mentionner que BASF perçoit chaque année des centaines de millions d'euros d'aide publique pour rendre sa production plus verte. Non, donc BASF n'est pas une petite entreprise dans la misère, à court d'argent et obligée de se débrouiller sans subside, comme le fait le commerce local, par exemple. Non. La pétrochimie, effectivement, traverse une période difficile en Europe, mais ça ne signifie pas qu'elle ne fait pas de profit et qu'elle manque de capitaux. Des milliards sont drainés chaque année vers les dividendes ou investis en dehors de l'Europe. Dans son discours, Bruno Verlaakt ajoute encore quelque chose qui reste en tête. Demain, à moins d'1 kilomètre d'ici, se tiendra un sommet avec De Wever, von der Leyen et la crème de l'industrie européenne. Macron et Merz sont également invités à écouter les PDG. Des PDG qui viendront tous se plaindre du coût élevé de la main-d'œuvre et de l'énergie, mais qui garderont le silence sur la productivité et les bénéfices de leur entreprise. Parce que des chefs d'entreprise qui se plaignent, ça marche. Effectivement, beaucoup de syndicalistes le savent, des chefs d'entreprise qui se plaignent, ça marche. Ce n'est pas la première fois que des groupes de pression patronaux utilisent une crise pour imposer leurs revendications. Et c'est presque toujours des recettes qui font payer la facture aux travailleurs et non aux grands actionnaires qui peuvent compter sur d'importants dividendes chaque année. Avant de pouvoir parler du partage du gâteau, il faut d'abord faire le gâteau, disent tous les libéraux. Et tous les marxistes sont d'accord sur ce point. Il faut d'abord faire le gâteau. Et l'industrie manufacturière est la clé de toute notre économie. Mais au cours des 10 dernières années, entre 2014 et 2024, le gâteau économique en Belgique a augmenté de 12%. Ça veut dire nous produisons donc collectivement 12% de plus qu'en 2014. Mais pendant ce temps-là, nos salaires réels sont quasiment gelés. Et ça signifie que la part du gâteau qui revient à ceux qui le fabriquent n'arrête pas de diminuer. Autrement dit encore, il y a bien une redistribution du gâteau. Mais ce gâteau est en train d'être partagé différemment. La part qui va au capital devient de plus en plus grande et la part qui va au travail de plus en plus petite. Sur la base des données de la Banque nationale, le service d'études du PTB a calculé les chiffres. Le résultat était en grand dans la une d'un journal. Et je cite le titre. 16 milliards glissent du travail vers le capital. Fin de citation. Le gâteau, il faut savoir, ça veut dire, c'est la valeur ajoutée produite chaque année dans notre pays. Il y a 10 ans, en 2014, 64% du gâteau allait au monde du travail, sous forme de salaire et de cotisations sociales. Et aujourd'hui, ce n'est plus que 59%. Ça veut dire c'est 5% de moins. Et ça peut sembler peu, mais ça correspond à 16 milliards d'euros par an. Un transfert est en cours du travail vers le capital. Le capital s'approprie une part toujours plus grande du gâteau, mais on ne les entend jamais en parler dans les bourses de commerce, dans les salons ou les châteaux où ils se réunissent. C'est toujours trop peu, ils en veulent toujours plus, ainsi va le capitalisme. Et donc, les travailleurs et leurs syndicats ont raison de descendre dans la rue aujourd'hui et de dire « il y en a marre d'une politique où les profits sont protégés et où la facture est toujours renvoyée vers le bas ». Maintenant, retour à Aldermiesen. Il est clair que les dirigeants européens, reclus au milieu des vergers limbourgeois, sont totalement sourds aux revendications des manifestants syndicaux. Mais qu'ils ont, en revanche, bien entendu la liste de souhaits des grands patrons de l'industrie anversoise. Et la question est donc, qu'a-t-on réellement discuté et décidé à Aldermiesen? Et aussi, comment se fait-il que les dirigeants européens imposent précisément maintenant une thérapie de choc? Que veut dire Macron quand il affirme que l'histoire s'accélère? J'y reviendrai tout à l'heure. D'abord, il faut expliquer ce qui a été discuté et décidé dans ce magnifique château d'Aldermiesen.
Il ne faut pas soupirer comme ça, c'est magnifique. Ça a été fondé par un ordre allemand et je pense que nous pourrions en avoir besoin en Europe d'un peu d'ordre allemand. Du calme, Bart, tu n'arrives même pas à mettre de l'ordre dans ton propre budget. C'est tellement typique que Bart de Wever fasse référence à l'ordre teutonique qui a fondé Daldenbiesem. Cet ordre, c'était des croisés, un ordre militaro-religieux, une sorte de combinaison entre armée, banque, promoteurs immobiliers et ordre religieux. Il faut l'imaginer comme un ensemble de puissants chevaliers et princes qui ont accumulé d'immenses richesses, le plus souvent à travers des expéditions de pillage et des croisades, mais qui ont aussi exercé une grande influence politique. Bref, je ne sais pas exactement pourquoi Antonio Costa, le président du Conseil européen, a choisi ce château de l'ordre teutonique à Aldenbiesen. Peut-être c'était un conseil de Wever, mais comme lieu, ça dit quelque chose. Il symbolise l'entrelacement complet du capital financier, de l'armée et du pouvoir politique. Derrière les portes closes, on a parlé d'une crise existentielle, d'une Europe qui risque de prendre du retard, d'un continent qui doit se repositionner dans un ordre mondial en plein basculement, pas à pas. Une atmosphère de maintenant ou jamais s'est créée, et dans cette nervosité ambiante, toute une série d'anciens plans ont été ressortis des tiroirs. Quels sont donc ces plans? Ce sont des plans qui ont surtout été élaborés par les 3 grands lobbies industriels européens. Je vous les présente rapidement. Premièrement, il y a le groupe Business Europe. Il représente les fédérations patronales nationales. La Fédération des entreprises de Belgique, la FEB, est donc membre de ce club Business Europe. Deuxièmement, il y a la table ronde des industriels européens. Et ça, c'est un club très, très sélect. On n'y rentre pas comme ça. L'adhésion est aussi personnelle. Il faut être invité. Ce sont donc surtout les grands PDG qui en sont membres. Et ils construisent un vaste réseau de lobbying dans l'ombre. Troisièmement, finalement, il y a la déclaration d'Anvers. Et ce groupe est plus récent. Il rassemble principalement les secteurs énergivores et fossiles et il part surtout en guerre contre des normes environnementales jugées trop strictes et contre les plans européens du Green Deal. Pour eux, la lutte contre le réchauffement climatique peut être détricotée. Et donc tous ces clubs estiment qu'il faut plus d'Europe et moins de règles. Leurs exigences résonnent dans les salons et les jardins d'Aldenbiesen. Si cet agenda semble s'accélérer aujourd'hui, ça a tout à voir avec le Groenland. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais d'abord, nous devons clarifier de quelles mesures il s'agit exactement. Il y a beaucoup de revendications sur la table. Nous ne pouvons pas toutes les aborder aujourd'hui. Donc, je passe en revue avec vous 2 leviers essentiels. 2 manières par lesquelles le capital européen veut réécrire les règles du jeu. 1, la dérégulation et 2, l'union des capitaux. Mais avant cela, je vous invite chaleureusement à vous abonner à ce podcast, que vous écoutiez sur Spotify, sur YouTube, sur Apple Podcasts ou ailleurs. Nous voulons construire une véritable communauté tout bascule. Et cette communauté, c'est vous, tous celles et ceux qui nous écoutent chaque mois. 1. La dérégulation. Oui, c'est un mot compliqué. Pour quelque chose de simple. Moins de petites règles, moins de paternalisme venu de Bruxelles, comme on dit, moins de paperasse, moins d'administration, plus de bon sens. À première vue, ça semble une évidence, oui, et qui ne veut pas de ça. Et même en politique, le terme gagne du terrain à une vitesse fulgurante. Le chancelier allemand Friedrich Merz l'a encore répété vendredi dernier à la conférence de sécurité de Munich. Il faut mettre un terme à la prolifération de la bureaucratie et de la réglementation européenne. Les normes européennes ne doivent pas nous imposer des chaînes qui nous paralysent et nous entravent dans la concurrence. Ces mots pourraient tout aussi bien venir de Meloni, de Macron, de Wever, du grand patron de BASF ou du président de Business Europe. Un exemple. Jusqu'à présent, les grandes entreprises devaient rendre des comptes sur l'impact de leur activité sur le climat, les droits humains et les conditions de travail. On appelle ça une obligation de reporting, de rapporter. Elles pouvaient être tenues aussi juridiquement responsables des abus dans leur chaîne d'approvisionnement, y compris au niveau de leurs filiales sous-traitants ou fournisseurs. En cas de travail des enfants, de traite des êtres humains, des conditions de travail dangereuses, de substances toxiques rejetées dans la nature, la société mère pouvait elle aussi être tenue
pour responsable. On appelle ça la responsabilité en chaîne. Ce sont toutes des mesures visant à protéger les personnes, à lutter contre les pires formes d'exploitation et à préserver notre nature. Eh bien, tant l'obligation de reporting que la responsabilité en chaîne sont aujourd'hui remises en cause. L'année dernière, le Parlement européen a adopté ce qu'on appelle le paquet Omnibus 1. Ce paquet réduit les obligations des multinationales. Elles doivent moins rendre compte de leurs activités. Il devient plus difficile de tenir juridiquement une multinationale responsable de ce qui se passe chez ses fournisseurs. Socialement, ce n'est donc pas un progrès, mais un recul. Écologiquement, ce n'est pas un progrès non plus, mais c'est un recul. Moins de règles pour le capital, moins de protection pour le travail et la nature. Pour faire passer ce premier paquet de dérégulation au Parlement européen, la Commission européenne a organisé pas moins de 605 réunions de lobbying et qui étaient alors à la table des négociations par les syndicats, par les associations de locataires, par les organisations pour l'environnement, mais les deux plus grands géants du lobbying industriel, la table ronde des industriels européens et Business Europe. La manière dont cette dérégulation a été imposée au Parlement européen est tout aussi frappante. Ils l'ont fait passer grâce à une alliance inédite entre les chrétiens démocrates et l'extrême droite. Voici comment ça s'est passé. La plupart des lois en Europe sont adoptées par une coalition entre les chrétiens démocrates du Parti populaire européen et des sociaux-démocrates du groupe SED. On appelle traditionnellement cette alliance la Grande Coalition. Aujourd'hui, cette Grande Coalition a souvent aussi besoin du soutien des libéraux de Renew. Ils sont alors trois. Chrétiens démocrates, sociaux-démocrates et libéraux, et dans 9 cas sur 10, cette machine impose sa ligne. Mais ce sont les 10% restants qui font la différence. Les chrétiens démocrates jouent désormais sur 2 tableaux. Ils maintiennent l'alliance traditionnelle, mais ils utilisent en même temps une majorité alternative avec l'extrême droite. C'est ainsi que ce premier grand paquet de dérégulation patronale est imposé au Parlement européen par une alliance entre chrétiens démocrates et extrême droite. Car lorsqu'il s'agit de démanteler les protections sociales, on peut toujours compter sur l'extrême droite. Au château d'Aldenbiesen, on s'accorde alors pour accélérer encore de nouveaux paquets de dérégulation. D'autres paquets omnibus suivront donc le premier. Moins de règles donc, c'est le premier point. Plus d'unité du capital au sein d'une Union européenne des capitaux, c'est le deuxième chantier. Et ça concerne votre épargne et l'argent de votre pension qu'ils voudront mobiliser à l'avenir. On investit trop peu, affirme la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Nous devons être capables de mobiliser chaque année en Europe des centaines de milliards d'euros pour investir dans l'industrie. Des centaines de milliards, ce sont des sommes énormes. Mais selon Ursula von der Leyen, l'argent est là. Nous ne manquons pas de capitaux. D'accord, on ne manque pas de capitaux, mais où cet argent se trouve? L'épargne des ménages européens atteint presque 1,4 trillion d'euros, comparé à un peu plus de 800 milliards d'euros aux États-Unis. L'argent se trouve donc chez les ménages. Les Européens mettent beaucoup plus d'argent de côté que les Américains. Mais rien n'est fait avec cet argent, Ursula dit. Imaginez que nous puissions mobiliser toute cette épargne pour les multinationales européennes. On ne manque pas de capitaux. Ce qui nous manque, c'est un marché des capitaux efficace qui transforme l'épargne en investissement, particulièrement pour des technologies naissantes qui ont le potentiel de changer la donne. Où faut-il investir tout cet argent? Dans les technologies naissantes, Ursula dit. Les technologies qui sont encore à leur tout premier stade de développement. Et donc, la présidente de la Commission est très précise. Et ce n'est pas un hasard, car précisément, ces tout premiers stades de technologie sont les plus risqués. Pour voir si une nouvelle technologie va percer, il faut beaucoup de tâtonnements, d'essais-erreurs, et ce ne sont pas des placements sûrs. Ils n'offrent pas de rendement garanti. Ça peut échouer. La plupart des gens qui mettent de côté leurs économies durement gagnées ne veulent pas que cet argent disparaisse. C'est logique. La grande partie de l'épargne se retrouve donc sur des comptes d'épargne dans les banques.
Ces banques doivent aussi pouvoir garantir que vous récupérez votre argent si vous le demandez. Elles doivent donc disposer de réserves suffisantes, comme ça a été décidé après la crise bancaire. Elles ne peuvent donc pas accorder des prêts trop à long terme et certainement pas prendre de grands risques avec votre argent. C'est précisément ce système qui est sous pression. L'élite européenne veut que l'épargne arrive sur les marchés financiers afin qu'elle puisse prendre des risques. Elle veut accorder des avantages fiscaux si l'argent va en bourse et décourager les comptes d'épargne. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils estiment aussi qu'il y a trop peu d'argent des pensions sur les marchés boursiers. Ça aussi, ils veulent le changer. Et voici comment ça fonctionne. Dans de nombreux pays européens, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle un système par répartition. C'est aussi le cas en Belgique. Cela signifie que ceux qui travaillent aujourd'hui payent via leur cotisation sociale les pensions de ceux qui sont aujourd'hui à la retraite. C'est organisé publiquement, collectivement, et c'est relativement stable. Ça veut dire que l'argent n'est pas accumulé ni investi, mais immédiatement redistribué à ceux qui sont aujourd'hui à la retraite. Pour les marchés financiers, c'est un circuit fermé. Tout cet argent circule entre ceux qui travaillent et ceux qui prennent leur pension. Cet argent ne passe donc pas par la bourse, et ça doit changer. Ils peuvent le faire en encourageant les pensions privées, les pensions d'entreprise du 2e pilier et les pensions privées individuelles du 3e pilier. Et comment ils vont s'y prendre? En maintenant la pension légale à un niveau beaucoup trop bas. C'est le 1er pilier. Si cette pension légale est trop basse, les gens seront bien obligés d'épargner davantage eux-mêmes pour leur retraite. Enfin, ceux qu'ils peuvent. Tout ça est loin d'être anodin, car plus votre pension et votre épargne dépendent des cours de la bourse, moins vous en avez le contrôle. Si tout va bien, pas de problème, mais les marchés peuvent aussi s'effondrer. Et si votre fonds de pension a investi dans des placements risqués dont parlait Ursula von der Leyen, ça peut aussi mal tourner. Votre fonds de pension peut faire faillite, comme ça s'est produit en 2008 lors de la crise bancaire. Et alors, votre pension s'envole. Il veut donc mobiliser notre épargne et l'argent de notre pension en bourse. Mais pourquoi les grands acteurs industriels n'investissent-ils pas eux-mêmes tous ces milliards? C'est en fait une excellente question. Car il n'y a pas que l'argent des ménages, il y a aussi des masses de capitaux au sommet de la société. Pourquoi ceux-ci ne sont-ils pas activés par Ursula von der Leyen et compagnie? Prenons les plus grandes entreprises énergétiques. Entre 2010 et 2023, elles ont versé pas moins de 1600 milliards d'euros à leurs actionnaires. 1600 milliards d'euros. Ça représente 75% de leurs bénéfices. Elles n'ont réinvesti qu'à peine un quart. Et dans le secteur automobile, on observe la même chose. À peine un tiers des bénéfices a été réinvesti dans le secteur ces 15 dernières années. Le reste est parti en dividendes ou en gigantesques réserves de liquidité. Il n'y a donc pas de manque d'argent. Il y a un manque de volonté de réinvestir ces bénéfices dans leur propre secteur ou dans les nouvelles technologies nécessaires en Europe. Ça, c'est une situation décadente. On ne regarde pas du côté des coffres des multinationales, mais bien du côté des petits sous et des petites pensions de la classe travailleuse. Voilà où nous en sommes. En résumé, dans une première proposition à Aldenbiesen, on veut accélérer la dérégulation en Europe. Deuxième proposition, on veut organiser une union des capitaux dans laquelle notre épargne et nos pensions seront mobilisées pour les investissements les plus risqués. Je résume. Les grands groupes de lobbying européens du grand capital mènent une offensive majeure pour imposer leur agenda à toute l'Union européenne. À Aldenbiesen, dans le Limbourg, les chefs de gouvernement européens se sont réunis et ont tendu l'oreille au cahier des revendications du grand capital. Plusieurs mesures sont discutées, parmi lesquelles, premièrement, moins de règles et deuxièmement, plus d'union des capitaux. Chacun de ces chantiers pousse dans la même direction. Moins de protection pour les travailleurs et la société et plus de marge de manœuvre pour les grandes entreprises. Il faut également retenir ceci. Ces plans ne sont pas nouveaux, loin de là. L'union des capitaux date de la commission Juncker en 2015 déjà, soit il y a 10 ans. Les plans visant à donner plus de liberté au monopole européen datent de 2011. Ce qui est
nouveau, en revanche, c'est la vitesse à laquelle on veut désormais imposer tous ces plans. Une thérapie de choc, voilà ce dont nous avons besoin, a déclaré Bart Wever à la Bourse d'Anvers. La chirurgie esthétique ne suffira pas. Nous avons besoin d'une thérapie du choc. Une thérapie du choc. Pour éclairer ce concept, on se tourne vers l'ouvrage le plus connu de la chercheuse canadienne Naomi Klein. La stratégie du choc. Dans son étude, Naomi Klein analyse comment les élites utilisent les grands chocs pour imposer des mesures radicales qui étaient déjà prêtes depuis longtemps. On utilise donc l'effet paralysant d'une crise, par exemple une catastrophe naturelle, une guerre ou un crash économique, pour neutraliser la résistance collective d'une population. Au cœur de la tempête d'une crise, tout le monde est désorienté. Et c'est là qu'on peut imposer des mesures dures, explique Klein. Dans son étude, elle montre comment, par exemple, le secteur public est pilier ou comment des privatisations radicales sont imposées au moment où tout le monde est encore sous le choc. Autant de mesures qui, en temps normal, susciteraient une résistance massive. C'est un capitalisme du désastre qui utilise le traumatisme ou la peur des gens pour faire passer un agenda radical sans trop d'opposition. Si on veut imposer un tel agenda, il faut donc un choc. Et ce choc vient de la menace de Trump d'annexer le Groenland et de diviser l'Europe. Et soudain, notre ami n'était plus notre ami. Et soudain, il fallait repenser 80 ans d'alliance avec les États-Unis. 80 ans d'atlantisme. On vit donc un moment très particulier de l'histoire aujourd'hui, où on ne sait plus très bien quoi faire et toutes sortes d'idées fusent dans tous les sens. C'est précisément à ce moment-là que des idées qui sont prêtes depuis longtemps peuvent être imposées, explique Naomi Klein. Si les élites parviennent à instaurer un sentiment de maintenant ou jamais, à créer l'urgence, elles peuvent aussi fabriquer un consensus pour des mesures qui, en temps normal, ne seraient jamais acceptées. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est le moment de forcer plus d'Europe et de démanteler toutes sortes de règles protectrices. Il ne s'agit donc pas de plus d'Europe comme un idéal abstrait. Il s'agit de pouvoir, de qui décide. Et surtout, la rapidité avec laquelle on peut décider. Les grands monopoles ne veulent pas seulement moins de règles. Ils veulent un État. Un État qui agisse pour eux, pour défendre leurs intérêts dans et dehors de l'Europe. Ils veulent un État européen qui les aide à affronter la concurrence des monopoles américains et chinois. Ils veulent un État qui aide à ouvrir des marchés, à sécuriser l'approvisionnement en matières premières, à protéger les routes commerciales, à dissuader les adversaires. Plus les entreprises sont grandes, plus elles réclament un État efficace avec des muscles politiques. Elles exigent donc que la politique industrielle, les affaires étrangères et la défense deviennent désormais des compétences européennes. Mais à quoi sert alors un pouvoir aussi concentré? Ce pouvoir sert à pouvoir intervenir partout dans le monde, y compris militairement. Il s'agit de développer davantage l'Europe comme puissance impérialiste. Prêtez attention à la métaphore que Bart Wever utilise pour faire passer son message. Nous sommes un herbivore. Nous réalisons maintenant que nous sommes dans un monde de carnivores, la Chine et les États-Unis, et nous sommes un herbivore. Nous n'avons pas de capacité militaire, nous avons besoin qu'elle soit globale. Dans un monde de carnivores, l'Europe doit-elle aussi devenir un prédateur, selon De Wever? Cela signifie que nous devons intégrer l'Europe à des niveaux que nous n'avions jamais envisagés auparavant et que nous devons dépenser beaucoup plus pour la défense. De Wever donc veut investir massivement dans la défense, non seulement pour défendre le continent, mais surtout pour permettre des interventions militaires hors de l'Europe. L'Europe doit redevenir un empire, dit-il, un empire mondial qui s'assure l'accès aux matières premières, aux routes commerciales, aux marchés. Et pour sécuriser tout cela, il faut une protection militaire. Notre pays, la Belgique, dépense de l'argent pour un matériel militaire extrêmement coûteux, destiné principalement à intervenir au Congo et dans le Sahel, en Afrique. Cela n'a rien à voir avec la défense du territoire, mais tout à voir avec les matières premières et les routes commerciales. Theo Franken, le ministre de la Défense de la Belgique, parle, et je cite, de la course aux minéraux du Congo. Et, je cite, du rôle de la Belgique dans cette course. Il est tout de même frappant qu'un nationaliste flamand veuille marcher dans les pas
du roi belge Léopold II lorsqu'il s'agit du pillage des minerais congolais. Tout ce baratin sur plus de centralisation, plus de pouvoir et plus d'armée tourne en fin de compte autour de cela. L'élite européenne veut construire un nouvel impérialisme européen, avec un État européen fort, capable de défendre les intérêts des multinationales en Afrique et sur d'autres continents. Pour Merz, pour Macron, pour De Wever, pour von der Leyen, nous sommes à l'aube d'un nouveau partage du monde. Et tout ce qui se dresse sur le chemin de la création d'un nouvel État militaire puissant doit disparaître. Pour finir, la question est là, est-ce qu'il y a une alternative? Ce qui a surtout été vendu à Aldenbiesen, c'est l'idée de l'inévitabilité. L'inévitabilité de « il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de temps et surtout, il n'y a pas d'alternative ». Présenté ainsi, alors il faudrait forcément déréguler, forcément s'armer, forcément donner encore plus de pouvoir aux grands monopoles. C'est un agenda qui n'est pas dans l'intérêt du monde du travail et pas non plus dans l'intérêt des peuples du Sud global. Il est important de ne pas se laisser enfermer dans leur cadre de pensée en dehors des sentiers battus et ne pas accepter toutes ces prétendues évidences comme des vérités incontestables. C'est pourquoi je vais conclure ce 13e épisode de Tout bascule en passant en revue 3 idées que l'on nous présente comme du simple bon sens, mais que nous devons au contraire remettre radicalement en question. La première idée est celle qu'il n'y a soi-disant pas d'argent. Et donc, qu'il faut sortir de la crise par l'austérité. Il faudrait travailler plus longtemps et avec plus de flexibilité pour une pension plus faible. Notre épargne et l'argent de notre pension devraient aller en bourse et nous devrions aussi céder sur les droits de travail et les droits syndicaux. Alors, tout irait mieux. Ce n'est pas une recette pour résoudre la crise, c'est simplement une vieille recette pour transférer encore une plus grande part du gâteau et du pouvoir vers la capitale. Le problème en Europe n'est pas qu'il n'y a pas de richesse. Le problème est que cette richesse est concentrée au sommet et qu'elle y reste bloquée. Ces dernières années, des bénéfices records ont été réalisés, des dividendes records ont été versés. L'argent est là, mais il n'est pas utilisé pour renouveler l'industrie. Il est utilisé pour servir les actionnaires. Et ça doit changer. Oui, nous avons besoin d'un fonds public d'investissement en Europe, alimenté par l'énorme capital accumulé au sommet de la société. C'est la toute première chose qui devrait être faite. La deuxième idée tenace est que la réindustrialisation ne pourrait passer que par le réarmement. Comme si les chars et les drones était le moteur de l'avenir. Mais chaque euro qui va aux armes est un euro qui ne va pas aux autres besoins en innovation. La militarisation dont parle De Wever et compagnie aspire les ressources loin des secteurs qui doivent aujourd'hui innover de toute urgence. L'énergie, la technologie, les infrastructures, la recherche. Cela devient clair si l'on compare les investissements nécessaires pour un char avec ceux pour une éolienne. Un char coûte une fortune. Mais dès qu'il quitte l'usine, il ne produit rien. Il ne génère pas d'énergie. Il ne crée pas de prospérité sociale. Il n'ajoute aucune valeur utile à notre vie quotidienne. Un char n'a en fait qu'un seul scénario dans lequel il est rentable et c'est la guerre. Voilà la réalité économique du réarmement, c'est du capital mort. Regardez maintenant le développement d'une éolienne. Ça demande aussi des investissements importants. Mais dès que cette éolienne tourne, elle produit quelque chose dont nous avons tous cruellement besoin. L'électricité. Autour de cette éolienne, c'est tout un monde industriel qui se crée. Il s'agit d'ingénierie, de maintenance de haute technologie, de formation spécialisée et d'accumulation de savoir-faire. C'est un investissement qui est socialement rentable. Lorsque l'Europe parle aujourd'hui d'investissement stratégique, un choix fondamental est sur la table. Investissons-nous dans une logique militaire qui ne trouve son utilité que dans la destruction? Ou choisissons-nous une infrastructure publique qui rend notre énergie abordable et renforce notre industrie de base pour l'avenir? Une véritable politique industrielle ne peut pas partir de la soif de profit des fabricants d'armes ni de la concurrence entre monopoles. Elle doit partir des besoins des gens et des limites de la planète. Alors on vient à la troisième idée. La troisième idée tenace est qu'il n'existerait pas d'alternative au capitalisme. Le capitalisme repose sur l'accumulation du capital
sur l'expansion de ce capital et mène à des entreprises toujours plus grandes, à toujours plus de pouvoir et finalement à des crises de répartition. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage, disait le socialiste français Jean Jaurès il y a un siècle. Le point de départ du développement industriel dans le capitalisme, c'est la maximisation du profit. Ils ne veulent que des investissements qui rapportent pour les actionnaires. Ce capitalisme ne peut pas nous offrir un avenir. Nous ferions mieux de partir d'une autre logique. De quoi les gens ont-ils besoin ? De quoi cette planète a-t-elle besoin ? Une énergie abordable, de bons logements, des transports en commun performants, une alimentation saine, des soins de santé, des emplois stables et une industrie qui ne brûle pas la planète. Cela signifie investir dans les infrastructures énergétiques, dans le rail et dans les transports en commun, dans la rénovation, dans la recherche et la capacité de production pour les technologies vertes, dans la reconversion de la chimie et de l'acier. Et cela signifie aussi de la planification pour produire efficacement, pour garantir la participation de tous, pour répondre aux besoins des gens, pour utiliser les nouvelles technologies de manière à ce que les gens aient plus de temps les uns pour les autres au lieu d'être courbés par le stress. Le vrai choix n'est donc pas plus d'Europe ou moins d'Europe. Le vrai choix est une Europe construite comme un empire pour les multinationales ou une Europe construite autour des besoins des gens ordinaires. Une Europe du capital ou une Europe du travail. Une Europe capitaliste ou une Europe socialiste. C'était le 13e épisode de Tout bascule. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Rendez-vous le mois prochain. Cet épisode a été réalisé avec la collaboration de Gilles Feert, Ben van Duppen, Max van Kouwenberg et Benjamin Pestiot. Merci aussi à toute l'équipe de Facto et merci à Tibor van Kutsem et Divya Lumia pour la version francophone de ce podcast. Ceci est un podcast Facto, un média marxiste créé par le PTB. Si vous vous demandez comment le monde fonctionne vraiment, suivez Facto sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur votre plateforme de podcast préférée. Abonnez-vous à notre canal WhatsApp pour recevoir tous les derniers épisodes en exclusivité. Facto. Comprendre le monde pour le changer.